Je m'appelle Marquez da Costa, italien, et je viens du Portugal, du centre de Viseu, enfin à côté de Viseu. Donc je suis arrivé en 1962, ça fait donc 50 ans. Et puis je suis venu pour gagner mieux la vie qu'au Portugal, quoi, parce que au Portugal c'était la misère à ce moment-là. On était à la campagne, d'une famille nombreuse. Mes parents étaient des agriculteurs. J'ai perdu mon père, j'étais toute petite. Et ma mère s'est remariée, donc on était des agriculteurs, quoi. On élevait des vaches et des cochons, voilà, et des poules, des lapins. J'avais pas tout à fait de la famille, parce qu'en 62, il n'y en avait pas grand monde. Beaucoup d'immigrés, quand même, portugais. C'était l'évasion après. J'avais de la famille, si on peut dire, hein, qui nous a accueillis, il nous a trouvés. Ces personnes, ils se sont occupés de moi pour trouver un boulot, pour nous accueillir le dimanche, parce que moi j'étais célibataire. Je suis toujours célibataire. J'étais célibataire. Je n'avais ni frère ni sœur en France. J'étais la première à venir en France. J'ai atterri à Brive-sous-Forges, dans une ferme, à m'occuper des enfants. Il y avait 5 enfants. Je suis resté 8 ans. Donc après, j'ai changé de maison. J'étais à Gif-sur-Yvette, où j'ai travaillé 30 ans, dans la même maison. Et après, je fais des heures de ménage. J'étais à Montitour, après je suis revenu aux Ulysses, jusqu'à maintenant. Je m'appelle Salia Silla Kamara. J'arrive de Mauritanie, du village de Dafor, de Guidimara, dans la région de Salibabi. C'était un village assez grand, comme un village. Et puis je suis arrivée ici en 1975. Et j'ai quitté ma famille, ma mère et mes sœurs et toute ma famille. J'étais très jeune. J'avais 17 ans. Je savais quoi? C'est comme toutes les jeunes filles de village. S'occupe de laver les linges, s'occupe de ce que ma mère culture et cuisiner. Et puis tout ce qui est préparé comme une jeune fille de la maison, tout simplement. Je suis mariée en village avant 17 ans. J'avais 16 ans. Mon mari, après le mariage, mon mari est parti. Il est revenu en France. Et c'est après de suite qu'il avait dit que je devais le rejoindre en France, tout simplement. Je n'ai jamais été à l'école, étant donné que dans ma génération, les filles elles ne vont pas à l'école. C'est rare de filles qui vont à l'école. Il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, je n'ai jamais été à l'école. Ce n'est pas moi que je n'ai pas été appelée à l'école, parce que ma mère n'en voulait pas. Ce qui fait que je n'ai jamais mis le pied à l'école. Et l'école, c'était l'inconnu pour moi. Je ne parle pas une autre langue. Mauritanie, étant donné que Mauritanie, il y a plusieurs dialectes qui en parlent, mais je ne parle que le soninké. Je suis une région de soninké, mais je ne parle que ça. Et en quittant mon village, c'est très, très, très difficile pour moi et pour ma famille aussi. Je m'appelle Diallo Aminata Bokar. Je suis Peul, je viens du Sénégal et je suis arrivé en France le 25 juillet 1982 dans le cadre du regroupement familial. Ayed Garbi, donc jeune fille, donc épouse Berabia maintenant. Je suis arrivée sur les Ulysses de la Tunisie, une ville de Sousse, dans le centre de la Tunisie. L'occasion, c'est que mon père a eu un dossier en bonne et due forme de demande d'immigration pour pouvoir travailler en France. Et au bout d'1 an, il a eu l'autorisation, puisqu'il a pu trouver un logement, de faire un rattachement familial. On était 7 enfants. Si on compare les immigrations entre les immigrations de type européenne, on va les appeler pour plus de facilité de cette manière-là, et les immigrations extra-européennes, d'abord, constatons les points communs. On a un certain nombre de points communs. Dans les 2 cas, c'est une immigration en grappe.
C'est-à-dire que le nouvel arrivant tente de rejoindre quelqu'un de la famille ou du village qu'il connaît déjà pour faciliter son arrivée ici. Que ce soit pour les Portugais, les Espagnols, les Maliens ou les Algériens, on a eu ce processus-là. Second facteur commun, dans les deux cas, c'est une immigration masculine qui a été rejointe par des femmes, par les femmes ensuite. Il n'y a pas de grande différence là-dessus. Et puis troisième point commun, dans tous les cas, ils ont été confrontés à des moments xénophobes, à des actes racistes, etc. Le mythe d'une immigration portugaise, italienne, qui se serait passée idéalement, et que les immigrations ultérieures auraient souffert du racisme, donc le racisme serait tout récent, est une erreur. L'image de la France, je veux aucune. Parce qu'on nous disait la France, c'est par là. Ce qui était devenu très compliqué, c'est qu'on ne comprend pas où on se trouve. Et qu'on arrive un matin, on se réveille, on voit des tas de choses qu'on ne connaît pas. Et puis, tas de choses qu'on entend qu'on ne comprend pas. Et ça devient très difficile. On ne réalise pas ce qu'on devait faire. On ne le prépare pas ça d'avance. Ça vient naturellement. Et dès ça, au début, on ne pense pas qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Étant donné qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis là, il y a mon mari, tout simplement. Et puis le reste, ça suit. Et puis quand on est là, évidemment, le mari travaille. Hein. Quand on se trouve tout seul dans son appartement, il faut, au bout de quelques temps, on se dit, il faut quand même sortir. Moi, j'ai eu beaucoup de la chance. Mon mari, il m'avait laissé faire des choses moi toute seule. Il me dit, va à Sidi toute seule, vous en sortirez. Si moi, je vais te les faire à chaque fois. Tu ne pourras pas t'en sortir. Je sortais, il me montre où est-ce qu'il faut y aller, tout sur le même endroit, malgré que je ne comprends pas. Parce qu'on me dit, je juste demande je juste montre ce que je veux, on me le donne. Et je paye, je rentre chez moi. Ça dirait comme ça pendant un an, parce que j'habitais à Paris à cette époque-là. Je restais à Paris pendant un an, mon fils est né à Paris. Et en 1976, on est venu au Julis. Et c'est là que ma vie a commencé à changer. Quand je suis venue au Julis, j'ai rencontré d'autres femmes africaines au Julis, dans la même cité. Et qui me expliquent que même si on n'est pas la même langue, et il y avait trouvé une femme qui était là qui parle la même langue que moi. Mais on n'est pas la même langue, on n'est pas la même rosine. Mais avec ça, j'ai commencé à sortir. Tu sais, chez nous, quand on dit que tu vas en France, tout le monde pense que tu vas t'enrichir rapidement. On a l'impression qu'en France, tout le monde ramasse l'argent à l'appel. Et que la France, c'est très bien. La grande difficulté, c'était, je suis arrivée à l'école de cours dimanche, j'avais 11 ans, j'avais commencé l'école, j'avais le problème de la langue, je ne parlais que arabe. Donc l'intégration s'est faite comme tout enfant, hein, se fait assez rapidement. L'avantage que j'avais, c'est que je comprenais très vite les mathématiques. Et donc j'étais, tout le monde me facilitait la tâche parce que j'ai aidé tout le monde dans les maths et les additions et tout ça, c'était très simplifié pour moi. Je me suis en quelque sorte démarquée par mes mathématiques, bien que j'avais beaucoup de problèmes avec la langue française. À mon époque, je n'ai pas eu de difficultés. Au contraire, les bras ils étaient ouverts. Les bras étaient ouverts. Ma mère a eu beaucoup d'aide. Je peux bien dire que ma mère, elle avait 7 enfants. Monsieur l'inspecteur qui nous donnait le logement a dit, pour vous aider, je vais vous offrir une machine à laver. C'était une des premières femmes à avoir eu une machine à laver à cette époque. En cadeau par le percepteur. Ça existait. Pourquoi? C'est une façon d'aide. Ma mère a été aussi aidée aussi d'avoir, pas des aides ménagères, mais de l'assistante. Il venait à domicile nous faire des études, les devoirs. Soutien, puisque ma mère était illettrée. J'ai appris le français avec les enfants de la première maison, donc à Brice. Il y avait 5 enfants, donc avec les enfants, on apprend très bien.
Parce que bon, on ne comprend pas, mais on ose demander, on ose demander comment ça s'appelle ci et ça. Et en regardant la télévision, moi j'étais logée et nourrie, donc j'étais à la maison. En regardant la télévision, on apprenait pas mal de choses. Pas à parler, mais comment ça s'appelait les choses. Parce qu'on disait, bon, quand on voyait les films, on apporte, il disait une chaise, on voyait qu'il bougeait une chaise. Ou un bol, une cuillère, ou des trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas la langue. Ça a pris au bout d'un an, je savais parler français. À apprendre à parler français. On me dit qu'il y avait un endroit pour aller, et là, on peut me l'apprendre. C'était la maison pour tous, de Zamon. Évidemment, je suis arrivée à la maison. À cette époque-là, c'était un peu plus difficile quand on a un enfant pour aller en cours d'alphabétisation. Les personnes qui nous donnent des cours, quand on a un enfant, ils nous les prennent l'enfant, on le met en garderie, même si on n'a rien à payer à cette époque-là, et on apprend. On arrive à 14 h, on rentre chez nous à 16 h, et il nous apprend à parler, à lire, à écrire et à compter. À partir de là, c'est parti. Et puis, il y avait des enfants qui arrivaient. Évidemment, une mère de famille, on ne peut pas suivre, même si c'est des cours, c'est l'après-midi, on ne peut pas les suivre régulièrement. C'est de temps en temps, on voit, il y a des moments, il y a d'autres choses à faire. Surtout quand on a des enfants tout petits. Et puis, il y a d'autres enfants qui arrivent après. Mais à partir de là, c'est parti. Et je commence à parler, apprendre à lire, à sortir. Et s'occuper de mes enfants qui vont à l'école, que je les cherche et que je les ramène jusqu'à que mon dernier enfant ait 3 ans, qui est ma fille. Tu sais, je n'ai pas été à l'école, ni ici, ni dans mon pays d'origine. Mais je sais très bien me débrouiller en français. Je comprends tout ce qu'on me dit, mais je ne sais pas l'écrire. Depuis que je suis en arrêt maladie, j'ai décidé de reprendre des cours de français. Et cela m'aide beaucoup. Pendant des décennies, les femmes issues de l'immigration ont été invisibles. Mais il faut d'abord souligner que ce n'était pas simplement les femmes issues de l'immigration, mais toute l'immigration. Une des caractéristiques de l'immigration, c'est qu'elle se pense elle-même comme provisoire, qu'on la pense comme provisoire. Autrement dit, tous les acteurs de la société française, y compris les premiers concernés, pensaient qu'ils étaient de manière momentanée en France, qu'ils allaient rentrer le plus vite possible. Et dans ce type de projet dans lequel on pense que les gens sont là pour peu de temps, eh bien on ne pense pas que les femmes accompagnent. Or, les femmes ont toujours été, bien sûr avec une dimension quantitative moindre, ont toujours été partie prenante de l'immigration. Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas la langue. Le travail n'était pas le même, parce qu'on venait de la campagne. Bon, on ne savait pas, pratiquement pas travailler ici, si vous voulez. La cuisine n'était pas la même, la façon n'était pas la même. Bon, mais j'en ai pas, depuis 50 ans, je n'ai pas à me plaindre. Nous, en principe, les femmes, on était employés de maison. Dans le temps, on disait bonne à tout faire. Là. Employés de maison, on gardait les enfants. Mais moi, je n'ai jamais eu à me plaindre. Les gens, les gens, ils étaient très gentils, m'ont très bien accueillis. Même, j'ai jamais senti de racisme ni rien. Bon, j'ai toujours été bien accueilli. Je peux pas dire le contraire. De 1982 à 1990, j'étais femme au foyer. En 1990, j'ai décidé, avec l'accord de mon mari, de chercher du travail. Je ne savais pas parler français. Mais je voulais travailler. Et j'avais quand même 6 enfants dont je devais en même temps m'occuper. Je ne savais dire
ni A ni B. Mais je suis quand même parti à l'ANPE. L'ANPE se trouvait à cette époque à la Tour Alpha. Je suis allé pour m'inscrire. C'était Une fois inscrite, on m'a envoyé en stage à Grigny. Ce stage a débuté le 1er mars 1990. Je suis parti à Grigny pour apprendre un métier. mi wulna kosam mi waɗa hen sokla mi sooda croissant mi joƴƴina gummotomi galle ko 6h30 mi waɗa Chaque matin, avant d'aller travailler, je devais d'abord m'occuper de mes enfants. Je leur faisais le petit déjeuner, je les lavais et je laissais mon fils de 11 ans s'occuper d'eux. Je me levais à 5 heures du matin pour aller travailler à partir de 6 heures. J'ai fait un stage de 7 mois et demi à Grigny. Après ce stage, je suis parti à Orly pour faire la pratique. J'ai été prise comme plongeuse. 3h à 23h mi wawa mi ala auto gila nden jettoɗo godani L'employeur voulait bien m'embaucher, mbiɗa liggéey hen mais les horaires ne me convenaient pas du tout tan ko mbiɗa liggo et je n'avais pas de voiture. andi produit ji ɗi Donc, j'ai décliné l'offre. somi hollama mi waɗ ɗum ɗo wistugal ɗo tabal À Orly, mi wistugal j'ai très bien appris le métier de femme de ménage et je savais tout faire dans ce métier, même s'il était très difficile pour moi. eyi lawƴu hande witre janggo lawƴu mir ɓawo janggo waɗ décapage fof Allah waɗi hen suturo mi wawi mi liggima 1er janvier 90. J'ai travaillé du 1er janvier 1990 au 8 août 2009 et pendant toute cette période, j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai arrêté que parce que je suis tombée malade. Lorsque je suis arrivé, je me suis occupé de ma famille. J'ai eu des enfants, je devais aussi travailler pour m'occuper des miens et de ceux qui sont restés au pays. Je devais travailler pour aider ma mère. Et c'est pour cela que je n'ai pas pris le temps d'apprendre le français. D'ailleurs, pour apprendre, on a toujours le temps. Alors que pour travailler, à un certain moment, personne ne vous engage pour cela. jettoɗo godani Allah mbiɗa wawi continude l'école jangde ɓennata hono liggey certain âge a dañata liggey ko gon Allah ko fenata. J'ai fait cursus professionnel puisque j'ai pas pu faire le général. Et voilà, donc la ville, comment dire, comment je suis arrivée à m'en sortir. J'ai fait l'industrie de l'habillement, hein, j'avais fait un CAP, et je voulais pas en arrêter là parce que j'étais à Massy et tout. J'ai dit moi, non, il faut que je continue, pourquoi m'arrêter là? J'ai fait la chambre de commerce à Paris, qui était très difficile pour moi. Et j'ai quand même fait mon brevet de technicien, j'ai fait mes stages en Suisse, un peu partout. Après j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé un travail sur Paris. On était une famille très nombreuse mais très soudée. Mon père, bien qu'il travaillait sur les chantiers sur Paris, il a même fait les dorures de l'Élysée. Il avait cette spécificité. Et j'avais ma mère au foyer qui, elle, avait beaucoup souffert puisqu'elle était une des premières mamans à avoir sur les Ulysses. Il n'y avait pas grand monde, la résidence n'était pas construite. On descendait faire ses courses qu'à Orsay, on dépendait de tout d'Orsay, la poste, tout.
Donc elle ne laissait même ma petite sœur dormir et elle faisait c'était très difficile. J'ai eu du mal à avoir des logements sur la ville des Ulysses. J'ai commencé par le privé et après, bon, moi j'ai pu avoir un HLM et après maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai acheté aux Ulysses. Donc ça fait quand même... Et ça, chaque chemin. Et je suis restée 11 ans, j'étais devenue responsable de ce magasin, on m'a confié toute la responsabilité, j'étais responsable de vendeuse, enfin la galerie marchande, je la connais très bien. Et puis là encore, au bout de 11 ans, chômage, licenciement économique. Rebondir, se remettre en question, encore une fois, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Eh bien, j'ai dit, arrivé à 42 ans, te remettre en question la fonction publique. Passe des stages, passe des concours. J'ai mis tout en place. Pendant 3 ans, je me suis formée. Et je suis rentrée à la médiathèque. J'ai commencé à m'intéresser à travailler. Et ça, c'est... Non, moi-même, je n'avais pas pensé à travailler, au fait, de tout ça. Et une copine m'avait incité de dire pourquoi tu ne vas pas travailler, il y a quelqu'un qui cherche. À partir de là, j'ai commencé à travailler. J'ai eu mon premier emploi, le lycée de Surio. J'ai travaillé un mois. Et l'année suivante, j'ai eu mon contrat à l'école de Zamon. Et de là, je travaille à l'éducation nationale. Et après une année arrivée en 1993, j'ai trouvé un emploi à la fac d'Orsay de Paris, Paris Sud. J'étais en CNRS. Je suis tombée... Dans la vie, il y a des choses qui arrivent, qui nous tombent dessus sans prévoir. Je suis tombée sur une femme admirable, une chercheuse, qui s'occupait de moi dans le labo. Je finis mon travail au laboratoire. Cette femme me donnait des cours. Et je faisais des cours de correspondance de CNED. Et puis, cette femme m'aidait. Et je crois que j'avais réussi à passer un petit diplôme. Elles ont une place dans la famille où elles ont eu tout l'impact à la fois de l'héritage familial. C'était elles qui étaient en charge de transmettre la culture, les éléments qui semblent importants à la famille, et en même temps, tout l'impact de la gestion quotidienne d'une vie d'une famille immigrée qui, depuis 20-30 ans, est d'abord résisté à une diminution, comme tous les travailleurs, à une précarité, une paupérisation, etc. Je voulais être française pour pouvoir avoir ma parole, comment dire, voilà, pour prendre ma part à la vie de tous les jours, à la vie, m'impliquer, voilà, donc à part entière. Et pourquoi je suis sur le territoire, il faut que je sois à part entière, pas 50%. Puis j'avais les droits de devenir française, alors je l'ai faite. Hein. Et pourquoi ne pas le faire? On vit, on paye, tous les jours, on est concerné par ce qui se passe sur le local, le territoire national ou international. Pourquoi pas être française, puisque la nation, c'est ici, mon territoire. Je me sens française, puisque par ma profession en tant que fonctionnaire, et par mes enfants sont français, mon mari français, et le vote c'est important. On regarde tout. C'est vrai qu'on dit les étrangers sont là pour prendre les cas sociaux, les cas ceci. Moi, je suis désolée dans ces cas-là. Non, mais ils travaillent. On a oublié qu'ils travaillent, les étrangers. Mon père, il est toujours étranger, bien qu'il soit retraité. Ma mère est toujours étrangère. Et elle me dit que elle est sensible à tout ce qui se passe sur la ville et tout ça. Je suis là depuis 37 ans. Combien de fois que je restais en Mauritanie, je peux les compter. Je n'ai pas resté plus de 4 mois depuis 4 mois. Je n'ai pas fait 1 an en Mauritanie. Depuis 17 ans. Depuis 37 ans. Depuis 37 ans. Je me considère française, comme tous les Français de Sousse. Pourquoi j'ai choisi d'être française? Je suis arrivée ici très jeune. J'ai appris tellement de choses ici. Je devais être nationalité française, avoir une nationalité française. Quand je suis née, en Mauritanie, on était colonisé par français. Colonisation française. Je suis née française. Je trouve tout à fait normal que je récupère mon nationalité d'origine. Je vote comme tous les Français, comme tous les républicains. Alors, je suis une Française, je vote. Je fais mes devoirs.
tout simplement. Et puis je suis fière de voter. haɗimi wonde française mbiɗa andi mbiɗa yiɗi nde jibinmi Funebe 26 août 86 mairie windi kam lettere mi gagnima mbiɗa foti wadde nationalité française ɓe kanko joom galle o jaɓani haɗo jaɓani noon min Je voulais être française parce que j'y avais droit. Mais mon mari ne voulait pas que je devienne française. Et parce qu'il ne voulait pas, je ne l'ai pas fait. Tu sais que dans nos pays, c'est difficile d'obtenir du travail. Et lorsque je suis arrivée en France, je n'avais ni père, ni mère, ni frère. En travaillant en France, j'ai pu aider ma mère. Je lui ai construit une belle maison et un puits pour avoir de l'eau potable et pouvoir irriguer son jardin. Je l'ai aussi amené à la Mecque. woynu ndu yo wat plante yo wat sardiŋaji ɓe daña hen robinet o yoɓe jar mi nawimo Makka. Au Portugal, on serait resté toujours dans la culture, dans la campagne, parce qu'on n'avait pas d'industrie autour, quoi. Bon, moi, j'aurais jamais de ce que j'ai maintenant si j'étais resté au Portugal. J'aurais peut-être une petite maison, peut-être même, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer maintenant, parce que pour dire, il faut voir celles qui sont là-bas, mais il n'y a pas grand monde, surtout dans mon village de mon âge. Il n'y a pas grand monde, et puis ils travaillent dans la culture. Ils vivent toujours de la culture. On vit mieux ici que là-bas. On vit mieux ici. Non, moi je suis portugaise, je suis restée portugaise. Moi je vais qu'une fois par an parce que bon, j'ai plus de famille là-bas. Mais autrement, moi je vais tous les ans. J'ai les rapports, on téléphone, j'ai une cousine, on téléphone, on sait les nouvelles, on sait quand il y a une personne qui décède, on sait... Ah oui, ça les rapports, oui. On ne veut pas les perdre, ça. Au moment quand la nationalité française était admise pour nous, il fallait perdre la nationalité portugaise au début. Bon, moi je ne veux pas la perdre, je voulais pas la perdre. Bon, j'ai dit, bon. Après, la loi elle est venue qu'on pouvait demander la nationalité française et garder les deux, comme ma fille elle a, parce que j'ai une fille. Alors, bon, maman après, bon, ça ne m'intéressait plus, c'était pas... Moi, je suis portugaise, c'est tout, je ne veux pas renier mes racines. Bon, je me sens également française, mais j'ai gardé ma nationalité portugaise. Voilà. Autrement, je me sens française, j'ai beaucoup d'amis français, je me sens, comme j'ai dit, je préfère, parce que sinon je ne préférerais pas vivre ici. Je serais reparti. Si je me sentais, je dis, moi je suis vraiment portugaise, je ne dis pas, ah moi je suis portugaise parce que je me venge. Non, je n'ai jamais pris ma nationalité. Et de mon âge, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas prise. Nos enfants sont français. Ça m'aide, ça m'enrichit et ça me permet d'essayer de prendre le bon là où il est. Dans la double culture, la culture française comme la culture tunisienne d'origine. Pourquoi on essaie toujours en tant qu'immigrant, toujours de choisir, on a le choix de prendre le meilleur des deux. On a un autre regard, une autre analyse. C'est une richesse, une complémentarité. On se complète en permanence. Ce qu'on ne trouve pas dans un, on essaie de le trouver ailleurs. Aussi bien que dans la culture française occidentale, le mode de vie, la rigueur, tout ça, c'est vrai que en tant que Tunisienne et tout ça, on n'a pas autant de rigueur, on a une vie assez cool, quoi. On ne voit pas de difficultés et on essaie d'équilibrer, quoi. On équilibre en permanence, on jongle avec les deux et on s'enrichit, on enrichit les autres aussi. Mes enfants ont grandi, mais il faut que je reste en France pour les aider à se construire un avenir. J'attends qu'ils soient tous majeurs et indépendants. D'ailleurs, même lorsqu'ils seront majeurs et autonomes, je resterai auprès d'eux, car mon pays, en définitive, c'est ici. La patrie, c'est là où se trouvent les membres de ta famille.
Les 2 enfants, j'en ai fait que 2 parce que j'ai vu que c'était difficile et il fallait que je m'en occupe. Je m'occupe de ma carrière et de leur... voilà. Voilà. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup d'études parce que c'était un choix, ils ne voulaient pas, ils voulaient se remettre sur le circuit du travail. Je ne vais pas m'en plaindre, hein, puisque j'ai mon fils qui est cadre et qui est manager de vendeur dans la téléphonie, qui a été, lui, ce qui est bien de la ville de Zilis là-dessus, c'est que les jeunes, ils ont pu bénéficier de travail tremplin. Il a fait la vacation après-vert hein, pendant 3 ans, pendant ses études. Et l'autre, il a fini à 20 ans, il a 20 ans, donc il vient de partir, il est parti en province, il est revenu sur l'île de France et là, bon, bah, il travaille quoi. Ils travaillent tous les 2. J'ai trois fils et une fille. Ils vont à l'école. Ils sont mis longtemps à savoir que maman ne sait pas lire. Surtout, je m'intéresse surtout quand ils arrivent, je m'assois à côté, fais ce devoir comme si je sais lire. Mais les enfants, ils sont mis longtemps à savoir que maman ne sait pas lire. Ils arrivaient à un niveau que je ne comprenais plus rien. Et là, ils savent que maintenant, maman ne sait pas lire. On participe à la vie de nos enfants. C'est pas seulement qu'on arrive, on les dépose, on retourne. Non, non, on reste. Il y a des réunions de parents d'élèves. Même s'ils ne comprennent pas, on est là. On écoute. Même si la plupart des temps, on ne comprend que les 3 ou 4 mots. Et puis le reste, on donne un mot et on rentre à la maison. On montre ça à le papa ou quelqu'un d'autre pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais l'éducation, c'est ça. Il faut suivre ses enfants. Et que les enfants voient que les parents s'intéressent. Mais si on voit que ce qu'ils font, on ne s'intéresse pas, l'éducation est complètement oubliée. Nos enfants, on aimerait bien qu'ils se réussissent dans leur vie future et qui construisent et puis qui se fassent des choses pour eux et pour d'autres. Hein. Parce que faire des choses pour soi-même seulement, ce n'était pas une bonne chose. Hein. Il y a aussi pour d'autres. Mes enfants, il y a beaucoup de choses à dire, hein, c'est pas trop. Parce que c'est pas seulement mes enfants, c'est les enfants de toutes les mamans africaines et toutes les mamans qui sont atterries là, que maintenant qu'on est chez nous, qu'on aimerait bien que nos enfants y réussissent. Et que leurs enfants, qu'ils aient une bonne éducation. Surtout, une bonne éducation. Parce que si vous avez bien éduqué vos enfants, il n'y aura pas de souci. On le conseille ça de toutes les femmes. S'il peut, de faire des choses de elle-même. Et surtout en travaillant et en s'occupant de ses enfants. Du moment qu'on arrive à travailler, on est autonome soi-même, on s'occupe de sa famille. On ne devait plus rien à personne. Parce que Mes enfants m'ont vu travailler et c'est pour ça que le travail est important. Je me souviens qu'un jour, de retour de mon travail, ma fille qui avait à peine 3 ans avait rempli l'évier et elle essayait de laver la vaisselle. Cela m'a fait beaucoup pleurer. C'est parce qu'elle m'a vu travailler qu'elle a essayé de le faire. Si je ne faisais rien, elle aussi ne ferait rien. Il ne faut pas se rester chez soi. Il faut sortir. Il faut s'impliquer. Il faut s'entourer de gens. Et l'avantage, ma mère nous a toujours jeté, comme on dit, va avec tes copines, va, voilà. Et elle nous a toujours laissé la liberté de profiter. Et elle n'a pas fait de barrière, attention, mais tu ne devrais pas fréquenter, tu ne devrais pas sortir, ceci. Non, on avait cette ouverture d'esprit de façon à pouvoir se cultiver. Elle me dit, ce que je ne peux pas t'apporter à la maison, je suis sûre que tu vas l'apporter, tu vas l'en prendre avec des amis. Donc on recevait et on se faisait recevoir. Donc on avait un échange. Et l'échange est important. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une femme qui arrive, il faut qu'elle échange. Et qu'elle ne reste pas isolée, surtout pas. Elle échange, on a toute une richesse de voir d'autres femmes et d'autres moyens. Hein. Voilà. Et puis il ne faut pas les contourner non plus. Hein. Le bétonnage, ça ne sert à rien. Ne restez pas dans son coin. Et sortir, et aller voir d'autres personnes et qui peuvent l'aider. Il ne faut jamais rester isolé. On est dans un pays, même si on a envie de réussir, même si on a envie je parle d'une femme, immigrée qui arrive, hein. Même si on a envie de faire tas de choses, on ne réussira pas tout seul tant que l'État ne nous aide pas.
On a besoin que le temps, il nous aide, nous montre le chemin et que nous dise qu'il y a ça à faire et ça à suivre. J'ai envie de faire ça, voilà, tu peux faire ça. Et voilà le moyen. Si on n'a pas ça, on ne peut pas. L'essentiel de la vie familiale, l'essentiel de la réaction à la crise économique, à la paupérisation, aux difficultés de scolarisation des enfants a été porté par les femmes. Bien avant qu'il y ait des programmes et bien avant que les dispositifs publics se disent « tiens, il y a une partie de la population qu'on ne voit pas ». Toute démarche aujourd'hui qui voudrait sincèrement se préoccuper des besoins de ces femmes, parce que c'est une partie de nos concitoyens d'une municipalité et nous avons besoin de les prendre en compte, eh bien c'est d'abord de partir d'elles-mêmes. Trop souvent, on avait des programmes d'action, des pistes, des choix de secteurs d'intervention, des choix d'activités qui étaient faits en dehors des premiers concernés. Et que ça conduisait à ce que j'ai appelé le maternalisme, ou le paternalisme, ou le fraternalisme, c'est-à-dire à l'idée que ces femmes ne pensent pas. Je crois que le meilleur outil, c'est de vraiment travailler à ce que ces femmes s'organisent. Je crois que le réflexe qui est de dire, avant d'élaborer un contenu de proposition, un contenu de programme, il faut qu'on ait un espace dans lequel, sans nous, les femmes en débattent et viennent nous dire, après, voilà, on a choisi ces trois choses-là, je pense que c'est une des dimensions importantes. Pourquoi ? Parce qu'on a un regard déformé sur le besoin de ces femmes. Et parce que, c'est les noires féministes américaines qui nous disent ça, hein, c'est les premières concernées qui peuvent donner l'ordre des priorités. C'est pas tant sur la perception des besoins, on va tous repérer les grands besoins dont on... Mais par quoi commencer? Quelle est leur priorité? Eh bien ça, très souvent, entre nos préoccupations d'hommes, par exemple, ou nos préoccupations si on a un responsable homme, ou nos préoccupations de femmes, mais non issues d'immigration, il peut y avoir un décalage avec les besoins des personnes.